Pour cet épisode 3, on va parler de liquid staking et de restacking. Évidemment, je pense que vous connaissez tous le liquid staking, mais on va quand même revenir dessus parce que j'ai vraiment envie de vous parler du restacking. Et la base, c'est quand même le liquid staking pour vraiment comprendre ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression que le restacking, pas tout le monde comprend. Et pourtant, je pense que c'est une innovation majeure autour d'Ethereum. Et que ça va permettre, encore une fois, de créer un écosystème de zinzin, tout comme les layers 2. Rapidement. Du coup, le liquid staking, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un LSD ou un LST, pardon. Donc Liquid Staking Derivative ou Liquid Staking Token, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Ça dépend si vous voulez que ça ressemble à une drogue ou pas. Et en fait, ça permet, c'est tout simple. C'est un gros validateur sur Ethereum qui a des smart contracts et qui vous permet de déléguer chez lui. Parce que la différence entre Ethereum et Solana, par exemple, c'est que Solana, c'est un DPoS. Le D, c'est pour Delegated. Donc on peut déléguer ces Solana à des validateurs. Ce qui n'est pas possible avec Ethereum. Avec Ethereum, tu es obligé d'avoir 32 Ethereum pour valider et tu ne peux pas déléguer. Ethereum a fait ce choix parce qu'à partir du moment où tu peux déléguer, on a tendance à voir de la centralisation de validateurs. On peut voir avec Solana, dont les 10 premiers, 20 premiers validateurs sont gigantesques comparés aux autres. Parce que les gens ont la flemme, en fait. Les gens ont la flemme de vérifier quel acteur a le moins de stake, comment participer à la décentralisation. Ils ont tendance à pas se faire chier, puis ils vont balancer sur le plus gros acteur. Moi le premier d'ailleurs. Voilà, donc Ethereum s'est dit non, tant pis, on fait pas comme ça. Et en fait, Lido en a profité pour lancer cette nouvelle tech, qui est assez simple, mais qui est très performante. Parce que ça te permet du coup de staker tes Ethereum chez eux, qui eux de toute façon vont avoir des pools et qui vont les tout staker en même temps. Ils agrègent tous vos ETH et ils vous donnent un token dérivative que vous pouvez utiliser du coup pour la DeFi, soit pour faire ce que vous voulez. Et ce token dérivative va augmenter avec le temps pour vous donner plus d'argent parce que de toute façon vous gagnez 3-4% par an. Évidemment, ils prennent 1% sur ce qu'ils gagnent en validant Ethereum et ils vous donnent le reste. Donc c'est hyper cool parce que ça a permis vraiment d'agrandir la sécurité d'Ethereum. Avant, alors pour ceux qui me regardent en podcast, vous n'allez peut-être pas voir ça, je vais essayer de vous décrire. En fait, on a 3 camemberts qui représentent Ethereum en 2022, 2023 et 2024. En 2022, on n'avait que 11% d'Ethereum stake. Parce qu'encore une fois, 32 Ethereum, ça fait quand même 100 000 balles, quoi. Ça fait quand même 100 000 balles. Alors à l'époque, c'était moins parce qu'on était en bear market, mais bref. En 2023, on a 22%. Donc grâce au liquid staking, on a déjà doublé le montant staké. Parce que, encore une fois, ça se retrouve chez Lido, qui valide la chaîne avec ça, tout ça. Et en 2024, on a carrément 29% et on a aussi un peu de restake. Donc, tout ça, ça participe à la sécurité d'Ethereum parce que la sécurité d'Ethereum, c'est le montant staké. En fait, c'est 51% du montant staké. Voilà, parce que à partir du moment où tu es à 51%, alors, c'est pas exact sur Ethereum, mais en règle générale, sur les POS, à partir du moment où tu as 51% du montant staké, tu peux attaquer le réseau. Donc plus ce montant staké augmente et plus le réseau est sécure évidemment. Et là on a quasiment triplé grâce au liquid staking, ce qui est incroyable. Petite faille tout de même dans la sécurité, c'est que déjà ce LST, il a un risque, évidemment parce qu'il peut dépeg, il a un risque. Mais en plus de ça, Lido c'est un énorme acteur. Et comme je le dis, les gens ont tendance à centraliser et à monopoliser le game très facilement, parce qu'à partir du moment où tout le monde connaît Lido, bah, si tu as envie d'utiliser un LST, tu vas chez Lido, tu te fais pas chier. C'est un peu comme toutes les marques, c'est toujours pareil. Et aujourd'hui, ils ont 28,5%. Alors ils peuvent rien faire avec 28,5%, en revanche, avec 33%, ils peuvent attaquer le réseau. Ils vont se faire slasher, ils vont se faire démolir, mais ils peuvent. Et on n'aime pas que ce soit une possibilité. Donc ça, c'est à surveiller, et surtout que on peut toujours aussi avoir 2 gros validateurs comme Rocket Pool et Rocket Pool, je crois que c'est décentralisé, mais bref, que Lido et Rocket Pool s'allient pour faire plus de pourcents, quoi. C'est un peu comme les mining pools sur Bitcoin, hein, ça, grossièrement. Donc c'est un risque, mais voilà, ça apporte énormément de choses à Ethereum. Et du coup, pour revenir au restaking, alors malheureusement, Eigenlayer et le restaking, c'est sorti en pleine narrative du liquid staking. Et du coup, les gens, ils ont fait le lien, et ils se sont dit, on est en train de construire un Ponzi de baiser, là. Ça n'a aucun sens, parce que le non-restaking lui fait pas honneur, en fait. Ça n'a rien à voir avec encore une surcouche, c'est très différent.
Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire tout un épisode là-dessus, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui build autour d'Ethereum. Alors très simplement, avant, quand on voulait créer un projet, et que c'était pas Ethereum, bah, on allait créer sa chaîne. Il fallait beaucoup d'incentives pour attirer des validateurs, donc il fallait un gros pourcentage de la token supply alloué à ça. Il fallait matraquer sur X, sur Twitter, des quêtes sociales à la con pour peut-être faire miroiter un airdrop ou que les gens viennent valider chez toi, parce que de toute façon, tu as de la concurrence partout, alors pourquoi les gens viendraient chez toi? Bref, c'est extrêmement compliqué. Tout ça pour avoir quoi? 30 millions de sécurité, au grand max. Donc en plus, c'était pas du tout sécure. Voilà, ça c'était l'état avant le restacking. Aujourd'hui, en fait, EigenLayer a mis en place des smart contracts qui permettent du coup d'agréger tous les Ethereum comme Lido le fait par exemple. Sauf que tous ces Ethereum servent à sécuriser ces chaînes-là. Si un acteur veut se lancer, il lance un AVS, qui a une activité de... pardon, je me souviens même plus. Mais bref, il lance un AVS et utilise cette sécurité pour se bootstrap, pour se lancer dès le départ et être secure. À la fois il est secure et en plus il économise énormément sur sa sécurité. Et ça, je trouve ça ouf. C'est ultra ouf. Alors c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément quand on n'est pas dans un projet, mais c'est vraiment c'est quelque chose qui fait mal au cul au projet qui se lance, d'avoir autant de galères pour avoir des nœuds, quoi. Et ça, c'est super. C'est super parce qu'on parle quand même de 14 milliards. Aujourd'hui, EigenLayer, c'est 14 milliards. Et 14 milliards, c'est énorme. Aucun projet qui se lance à 14 milliards en sécurité. Aucun. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, on a Celestia qui s'est lancé. Celestia, je ne sais pas combien il est de market cap, mais si on regarde le montant staké et tout, je pense qu'on est à 500 millions ou 1 milliard de sécurité. EigenDA, qui s'est lancé beaucoup plus récemment, qui est le projet de EigenLayer, EigenDA a déjà 7 milliards de sécurité, puisqu'il y a 14 milliards sur Eigen. Donc bref, ça n'a rien à voir. Surtout que, j'y reviendrai, mais il y a plein d'avantages aux AVS. Je fais un peu de montage rapidement parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié pas mal de trucs. Juste, je voulais vous décrire un peu ce que c'était un AVS et ce qui se passe vraiment sur EigenLayer. Alors, un AVS, c'est Actively Validated Service. Donc, c'est vraiment les projets qui qui utilisent la sécurité d'EigenLayer, tout simplement. Et c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre la différence entre un opérateur, un AVS et un risk-taker. Un risk-taker, ça va juste être toi, moi, nous. on va risk-taker nos ETH. On peut risk-taker des ETH, on peut risk-taker plein de tokens. On peut aussi risk-taker des LST, on peut aussi risk-taker des LP. Enfin, pas encore, mais on va pouvoir risk-taker des LP, des positions de liquidité sur Uniswap, par exemple. Et du coup, là, un opérateur, c'est un gros validateur sur lequel tu peux déléguer tes tokens, un peu comme Lido le fait. Par exemple, on a Etherfi, tout ça. Et c'est la même chose en fait. Etherfi, c'est la même chose que Lido, mais avec la version restaking. C'est-à-dire que tu peux leur donner, je sais pas, tes LST ou même de l'Ethereum pur. Ils vont te donner un token dérivatif qui va représenter ta position dans le restaking. Et encore une fois, il y a toujours des risques parce que ça devient des gros acteurs, blablabla, vous connaissez. Mais il faut miroiter des airdrops et puis ça te permet d'avoir un token dérivatif que tu peux utiliser pour la DeFi, tout ça. Du coup, un AVS, on en a parlé. Ici, vous avez la liste, mais c'est que les AVS qui sont déjà live. Les 71 qui ne sont pas live, ils ne sont pas encore ici. Et de toute façon, ils s'ajouteront petit à petit. Voilà, je crois que y a plein de trucs que j'ai oubliés. J'ai pas parlé du fait qu'il y avait un système de réputation sur Eigen, que c'était pas juste la gouvernance n'était pas juste liée au nombre de staking et qu'il y avait vraiment un système de réputation pour éviter la centralisation des gros acteurs, des grosses whales. J'ai beaucoup aimé ça. Et si vous commencez à dig tous les AVS, les ZK, les Lagrange, tout ça, vous verrez que c'est vraiment ahurissant. Ahurissant, vraiment pour le coup. Surtout que pour le ZK, ça fait totalement sens parce que tu as juste besoin de cette petite partie du block space qui est encore disponible. Voilà. Peut-être qu'on refera un épisode plus détaillé. Je voulais pas que ça dure trop longtemps. Voilà, je refais ce truc complémentaire parce que sinon, peut-être que c'est incompréhensible. Et voilà, retour à l'épisode principal. Ciao. Voilà. Ce qui est bien, c'est que du coup, en plus, on arrête de perdre la valeur de la sécurité.
Avant, chaque projet qui partait dans son coin build, c'était une perte de sécurité parce que ces montants, ils partent de Ethereum ou de Solana. C'est perdu, tout ça pour valider des chaînes qui de toute façon n'auront pas beaucoup de sécurité. Aujourd'hui, grâce au restaking, en fait, on a cette sécurité et on la partage à tout le monde. Et ça reste cette pool sur Ethereum, ça reste la sécurité d'Ethereum. On arrête de diffuser comme ça, on concentre tout autour d'un même écosystème sur la même sécurité. Alors, évidemment, ces projets sont libres. Si à un moment, ils veulent lancer leur jeton et sécuriser avec leurs jetons, et même faire un 50-50, 60-40, petit à petit changer, ils sont totalement libres de le faire. Ça reste un écosystème qui est complètement libre et indépendant, qui utilise juste Ethereum, au moins au départ, pour se bootstrap, pour se sécuriser et faire des économies. Voilà. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voilà, on a ici un très beau schéma, je trouve. On voit vraiment qu'il y a le layer de base, avec le social layer et tout ça, et on a le restaking juste au-dessus, et après, bah, les gens, ils build ce qu'ils veulent, en fait. On peut faire tellement de choses avec EigenLayer, beaucoup plus de choses que sans, en fait. C'est ça qui est fou. Et tout ça, ça permet de créer tout un écosystème florissant, des innovations qui peuvent être plus tard incorporées à Ethereum, pourquoi pas. Il y a par exemple un projet qui est en train de faire tourner le proto d'Encsharding, qui est sur la roadmap d'Ethereum. Tout ça pour voir s'il y a des bugs, s'il y a quelque chose, et puis pour tester le produit déjà. Ce qui est, je trouve, est incroyable. Tac. Et ça résout aussi un autre problème, c'est que, ça je trouve ça hyper intéressant, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est que toutes les blockchains sont limitées par le nœud le plus faible. Ça c'est obligé parce que si tu augmentes ton block space au-dessus de ce que peut générer ton nœud le plus faible, il va pas pouvoir suivre. Tu vas perdre du coup en décentralisation parce que tu vas avoir 20%, 30% des nœuds qui ne pourront pas suivre. Donc tu es obligé de te limiter au nœud le plus faible. Et tout cet espace que les acteurs qui ont un peu plus de ressources ont mais ne peuvent pas utiliser, il est gâché, complètement gâché, parce que tu as plein d'acteurs. De toute façon, valider Ethereum, ça ne demande pas beaucoup d'hardware, donc tu peux avoir une machine trop puissante et juste utiliser 30%. Et du coup, grâce à EigenLayer, tout cet espace de bloc va pouvoir servir à d'autres layers, à d'autres projets, et en plus, ils vont pouvoir grailler un peu là-dessus, parce que ça fait partie des revenus, en fait. C'est quelque chose qui va apporter des revenus à Ethereum, qui va apporter des revenus, du coup, aux validateurs. Et tout ça, c'est extrêmement bon pour la décentralisation, et il n'y a pas de gâchis. Il n'y a pas de gâchis. Ah, je trouve ça vraiment incroyable. On peut faire plein de trucs. Surtout que EigenLayer a un système de subjective slashing. En fait, on va partir de base. On va revenir sur le slashing parce que c'est vraiment le truc que les gens ont plus peur. Parce que si on a... Alors le slashing, c'est ce moment où on a la preuve que quelqu'un a essayé d'arnaquer les réseaux, a essayé de dépenser 2 fois, ce genre de truc. Bam, on lui enlève 50% de son staking, par exemple. Tout ça est redistribué après aux autres validateurs. Mais ça permet de le punir. Voilà, c'est pour ça que c'est un proof of stake. C'est que tu mets en jeu quelque chose. Et du coup, là, le risque, c'est qu'il y a un bug, parce que comme c'est des nouveaux projets, il peut y avoir des bugs. Et s'il y a un bug qui attaque tous les AVS, qui slash tous les AVS, tous les validateurs d'AVS, bah, on se retrouve avec un slashing de 14 milliards. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, et Ethereum ne voudra pas revenir en arrière. Enfin, a priori, on ne sait pas, mais si on peut éviter de revenir en arrière comme on l'a fait en 2015, on va éviter parce que les hard forks, c'est jamais plaisant. Du coup, Eigen a plusieurs mécanismes. Il a un mécanisme de veto. En fait, s'il y a un slashing a lieu, il y a un veto. Il y a un veto communautaire donc autour de la gouvernance de Eigen pour l'annuler potentiellement. Donc ça, c'est un mécanisme qui permet justement de prévenir de ce genre d'erreur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à EigenLayer, on peut sécuriser des projets qui sont d'habitude subjectifs, comme des oracles. Par exemple, un oracle, comme il va chercher comme sa source est extérieure et qui va ramener le prix du Bitcoin par exemple, si jamais il ment sur le prix du Bitcoin, on ne peut pas le vérifier dans un smart contract. On ne peut pas le vérifier les validateurs ne peuvent pas le surprendre En tout cas, c'est pas automatique, c'est pas objectif. Il faut qu'il y ait un acteur qui dise « lui, il a menti, je l'ai vu ». Et ça, c'est pas possible dans des blockchains traditionnelles. Ce qui est vachement intéressant avec Eigen, c'est que c'est possible sur Eigen. Parce qu'en fait, ils ont un système de subjectivité.
Le slashing subjectif, c'est-à-dire que si jamais on a un projet comme iOracle par exemple, qui est un Oracle, qui est un AVS Oracle, si jamais un des validateurs surprend quelqu'un à mentir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en collatéral des Eigen, parce que tu es obligé de mettre en collatéral des Eigen pour fork le token. Il va fork le token, il va créer une deuxième version du token, et il va dire à tout le monde, donc toute la gouvernance, tout le monde, il va dire, moi je l'ai surpris en train de mentir, le vrai token c'est celui-là. L'autre, on va... En fait, sur le vrai token, on va bannir le mec qui a menti, il n'aura pas d'allocation, et le reste, on va le redistribuer. Et du coup, c'est le social layer qui décide, c'est la démocratie, de quel token ils choisissent. Ce qui est encore plus intéressant pour les gens qui sont vraiment smart et qui ont compris où pourrait être le problème de ça, c'est que du coup, on va avoir du lending sur ce token, sur Eigen. Parce que ça, c'est Eigen, hein, c'est l'utilité du Eigen. Il peut à la fois servir de restake, il peut être le subjective slashing. On ne peut pas subjective slash avec Ethereum, donc il sert vraiment à ça, Eigen, en plus de la gouvernance. Et du coup, le problème, c'est qu'on a des protocoles de lending, par exemple, qui vont utiliser le token A, alors qu'il a été fork en B, et du coup, s'ils ne sont pas update au bon moment, et que la personne a le temps d'unstake, de retirer son stacking, et d'utiliser le protocole de lending pour mettre ce faux token en collatéral, bah, le protocole de lending, il ne va pas comprendre, et il va lui donner l'argent. Et c'est là que, encore une fois, Eigen, ils sont très smart, et ils ont créé deux tokens. Il y en a un qui sait quand il y a des forks, et qui s'adapte, et l'autre qui ne sait pas, et qui reste le même, et qui du coup ne représente pas en fait l'ancien token. Et du coup, ça permet au protocole de lending d'avoir l'autre token, et d'être tranquille sur le fait qu'ils ne vont pas aider un validateur slashé à récupérer de l'argent alors qu'il ne le devrait pas. Ça, je trouve ça hyper smart pour le coup. Quoi d'autre? Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir vraiment créer un écosystème et ça apporte énormément de choses parce que à partir du moment où tu utilises les validateurs d'Ethereum, enfin en tout cas les validateurs d'Ethereum et du coup aussi les ETH stakés, tu es tout de suite plus décentralisé parce que tu utilises tous les validateurs d'Ethereum. Tu peux faire beaucoup plus de choses. Par exemple, on a EigenDA qui est beaucoup plus puissant que Celestia alors qu'il est tout jeune. Il est beaucoup plus rapide, il est moins cher parce que justement il utilise déjà ce set de validateurs. Il n'a pas son propre validateur qui est hyper lourd, hyper cher. Non, il utilise juste le surplus de Ethereum. Justement ce block space qu'il n'utilise pas. Et ça le permet de scale énormément plus vite et pour beaucoup moins cher. Et on peut faire plein de trucs géniaux grâce à ça. Parce que le coût d'une blockchain, c'est ses validateurs, c'est son infrastructure de validateurs, c'est tous ces sets-là qui mangent sur les revenus. Et ça, en fait, le fait de pouvoir restake et de pouvoir réutiliser cette sécurité, c'est retirer une grande partie de ce coût. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable pour le coup. C'est pour ça qu'on a plein d'acteurs. C'est pas juste des projets à la con qui build sur Eigen. Hein. C'est plein de très très bons acteurs, de très bons projets qui se disent bah, c'est là, pourquoi je l'utiliserai pas? À tout moment, je peux sortir et puis avoir ma sécurité, avoir mon jeton. Mais pour me lancer, pourquoi je l'utiliserai pas? Et tout ça, ça rapporte des revenus, évidemment, à Ethereum. Ils ont lancé un dashboard EigenLayer il n'y a pas longtemps où on peut voir que, par exemple, il y a 14 milliards de TVL sur Eigen. Tac, ils ont gagné 42 millions pour le moment, et c'est pas encore... ça vient d'être lancé, donc ça prendra du temps. Mais 42 millions, c'est pas rien, hein, mine de rien. Et il y a 100 AVS qui vont arriver. En fait, il y en a 71 qui arrivent, et il n'y en a que 36 de live. Il n'y en a que 2 qui paient encore des fees encore. Mais encore une fois, le protocole est très jeune. Il faut lui laisser quelques années. Donc c'est quelque chose qui va être énorme. Hein. C'est vraiment... Ça va être un peu comme un écosystème layer 2, mais sur restacking. Et c'est très différent. Souvent, les gens ont un peu du mal à comprendre la différence entre un AVS et un layer 2. En fait, un layer 2, c'est une blockchain à part qui va batch toutes ces transactions et qui va l'envoyer sur le L1 pour vérifier, pour l'enregistrer. Là, c'est très différent parce que c'est du coup, c'est un projet complètement à part, mais qui utilise une partie du block space des validateurs d'Ethereum et de leur staking pour valider la chaîne. Ils ne sont pas aussi dépendants que les Layer 2 à poster leur data, tout ça. C'est juste que
il y a des validateurs d'Ethereum qui vont servir à valider ces chaînes, et c'est pas tous. Ils ont le choix, c'est une marketplace libre avec des incentives, chacun va choisir combien il veut gagner par rapport à qui. Un AVS par exemple pourrait très bien dire je ne veux pas de validateurs comme Etherfi, je veux pas de gros validateurs, je veux que des petits validateurs parce que je compte sur ma décentralisation. Et du coup, ça permet de créer un écosystème de façon totalement permissionless, complètement libre et indépendant, et de créer vraiment un bac à sable d'innovation. Il y a plein de trucs hyper intéressants qui arrivent sur Eigen. Je trouve ça vraiment très très cool. Pour finir, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, ah oui, c'est vrai que j'ai pas dit ça. Ah, je sais pas si je parle de ça maintenant parce que c'est un sujet complexe, mais on peut faire des préconfirmations grâce à Eigen. Parce que comme ils ont des smart contracts qui permettent d'ajouter du slashing, en fait, ça permet d'ajouter des règles et de faire des trucs vraiment personnalisés. Et j'en reparlerai avec les base roll-up et tout ça, tout ce qu'on peut faire avec des préconfs, mais c'est vraiment zinzin, hein. Vraiment, les gens se rendent pas compte à quel point le fait d'ajouter des règles de slashing sur une sécurité déjà existante en plus, ça permet vraiment de créer un écosystème complètement libre et complètement indépendant et unique. Parce que ce qu'au fait e-Oracle, par exemple, ça peut pas être fait ailleurs. Les autres oracles, ce sont des multisigs. E-Oracle, c'est quelque chose de complètement décentralisé, et en plus qui bénéficie à Ethereum. Et c'est vraiment très très cool. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas. Moi, j'ai toujours mon Discord, je suis sur X. N'hésitez pas, j'espère que j'ai fait le tour, mais c'est vraiment un très très gros sujet, Gunlayer. Je pense que ça fait partie... En tout cas, moi, je le vois comme un des plus gros projets qui s'est lancé ces 2 dernières années. Ça va révolutionner beaucoup de choses. Les gens ne le voient pas encore, parce que actuellement, c'est naissant, et que les gens n'ont pas forcément compris ce qui se passe. Mais à partir du moment où on va avoir des bons projets qui vont se sur Eigenlayer, qu'il va y avoir plein de revenus, peut-être des airdrops, sûrement des airdrops, je pense que les gens vont commencer à comprendre l'intérêt du truc. C'est un peu juste dommage qu'il soit appelé restaking, même si je trouve que ça fait sens, d'accord, mais les gens, ils ont tout de suite pensé à un Ponzi, quoi. Même moi, le premier, d'ailleurs. Hein. Voilà, et je voulais revenir aussi sur la compétition de Eigen, parce que il y a plein de gens qui sont bearish sur le token parce qu'il aurait de la compétition. Il n'y a pas de compétition. Il y a zéro compétition à Eigen. Il y a Symbiotic, qui est du coup un projet de Lido, encore une fois, on revient dessus. Ils ont 2 milliards. 2 milliards, Eigen a 14 milliards. Et Eigen a déjà fait son airdrop. Symbiotic, il faut encore miroiter un airdrop. Il n'y a pas de compétition parce que ce sont des projets qui ont tendance à, de toute façon, monopoliser tout l'argent. Je veux dire, je sais pas, si tu es un AVS, si tu as un projet, pourquoi tu irais utiliser Symbiotic, qui a 2 milliards en pool, alors que Eigen a 14 milliards. Et que, encore une fois, c'est le même truc que Lido. C'est que les gens, quand ils ont envie de restacker, ils vont pas voir Symbiotic. À part s'ils veulent farmer un airdrop. Mais ils vont pas voir Symbiotic, ils vont voir Eigen. Eigen représente le restacking. Et Eigen sont bien meilleurs en plus. Ils ont beaucoup plus de règles, ils ont vraiment compris. Ils ont fait beaucoup de documentation sur les risques. Ils ont vraiment mis des règles très importantes pour éviter ces risques-là. Et je trouve ça hyper cool. Surtout que peut-être un jour, Eigenlayer fera peut-être partie de Ethereum même. C'était le plan de base qui a été refusé parce que ça portait trop de risques à la chaîne. Mais peut-être qu'un jour, Ethereum sera rassuré sur le fait que restacking marche bien, parce que ça reste une innovation, on va voir comment ça évolue. Mais si un jour c'est le cas, peut-être qu'il réintégrera le protocole lui-même. C'est ce qui pourrait être très intéressant. Bref, Eigenlayer, c'est génial. C'est encore un truc qui va apporter un second écosystème naissant sur Ethereum. Et moi, je vois vraiment un jour, dans plusieurs années, ça prendra quelques années, mais je vois vraiment un jour où tout se lance sur Ethereum. En tout cas, la très grande partie de l'écosystème, parce que pourquoi t'irais lancer un projet en dehors, ailleurs, que tu vas payer des centaines de millions pour attirer des validateurs, tu vas être isolé complètement de ton écosystème, de tout l'écosystème, alors que tu peux lancer soit un L2, et du coup être toujours indépendant, tu peux faire ce que tu veux sur un L2, hein, t'es indépendant, t'as juste à poster ta DA sur Ethereum, ou alors être un AVS. Et là, t'es encore plus indépendant, parce que t'as rien à poster, t'as juste à demander à des validateurs de participer au set, et tu leur donnes un peu d'incentive, et ils n'ont pas besoin de manger beaucoup, en fait, c'est ça le truc. C'est que des validateurs qui se déplacent juste pour toi, et qui te prêtent juste pour toi ta machine, eux, il faut les récompenser beaucoup. Mais des validateurs d'Ethereum qui de toute façon déjà sont rentables de base et qui veulent juste être un peu plus rentables, tu n'as pas besoin de leur donner beaucoup, hein, juste quelques miettes, et puis le reste tu peux l'utiliser pour le développement de
de ton protocole, de ton projet, pardon. Donc pour moi, ça fait totalement sens. Je trouve ça vraiment incroyable et j'ai très hâte de voir l'écosystème dans 2-3 ans. Parce qu'évidemment, un projet, ça met 2-3 ans à se lancer. Donc c'est pas là tout de suite qu'on verra les résultats. Il faudra attendre quelques années. Mais je pense que ça va être ouf. Et je pense que Eagle Layer, à part Black Swan, gros slashing, tout ça, s'il n'y a pas ça, et je pense qu'il n'y aura pas ça, je suis assez confiant, je pense qu'Eagle Layer sera un des plus gros projets, des plus gros protocoles de tout l'écosystème. En tout cas, quand on calcule ce qu'il peut gagner, voilà, parce qu'on parle de centaines de projets qui sont excellents, qui peuvent tous dépasser le 1 milliard de FDV. Tout ça, ça rapporte de l'argent à Ethereum et à Eigen, et évidemment à Eigen. Bref, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Voilà, j'espère que vous avez suivi, c'était un peu compliqué. Mais voilà, on va essayer de monter petit à petit dans les détails. Et de toute façon, on reviendra sur le restacking parce qu'il y a plein de trucs qui se passent, il y a plein de projets, et ça fait partie de l'écosystème Ethereum. Le but du Blobcast, c'est pas de parler que des layers 2, mais de vraiment l'écosystème entier. Et voilà, j'espère que ça vous a instruit. Et puis on se revoit au prochain épisode. Ciao, ciao les gars.